Bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 16 juillet. Pause repas. Un peu croche d'ailleurs. On va essayer de vous mieux. Donc, pause repas studio mobile. Et ben, je suis en librairie aujourd'hui pour la bibliothèque, donc j'achète des livres pour la collection. Et je suis accompagnée par une nouvelle lecture parce que je me suis plongée, enfin, dans le second livre de Sophie Gagnon-Roberge qui est paru récemment. En fait, elle en a fait plusieurs, mais il y en a deux qui sont parus presque à quelques semaines d'intervalle ce printemps. Et je parle ici de Nos sourires clignotants, donc de Sophie Gagnon-Roberge, publié chez Édito. Et cette fois-ci, c'est sa première incursion dans la littérature pour adultes. Donc, elle a publié deux opus dans la collection unique de chez Héritage. Vous connaissez mon amour pour cette collection. Également, la série Petit meurtre entre amis, qui est déjà rendue à son troisième tome, que je vous recommande chaudement, qui est du thriller suspense pour ados, mais pas que. Puis là, dans le fond, avec celui-ci, Nos sourires clignotants, elle se lance vraiment dans la littérature pour adultes, le roman contemporain. Et ça s'annonce assez remuant. Donc, en gros, on va suivre Simone, qui est une femme qui travaille dans le design, je veux dire le design de bâtiments ou l'espèce de réutilisation ou les projets de bâtiments et de design et qui partage sa vie entre le Québec et la Belgique parce qu'elle a des enfants avec un Belge et ben, malheureusement, ils se sont séparés. Donc, il y a une garde partagée et c'est 3 semaines, 3 semaines. Et donc, elle va passer 3 semaines au Québec et 3 semaines en Belgique en continu. Donc, on va la suivre là-dedans, qui a priori est déjà une prémisse qui nous promet potentiellement plusieurs potentiels rebondissements ou en tout cas état d'âme parce que ça reste quand même un peu atypique comme façon de fonctionner, tous ces déplacements-là. On comprend assez vite aussi que Simone, il y a bien sûr ça qui pour elle, par contre, lui apparaît un peu la normale, entre guillemets. Bon, pas la normale, mais qui est comme sa normale. Donc, même si pour les autres, c'est un petit peu weird, c'est quand même ça. Et puis, malheureusement, dans le fond, Simone a, ben, malheureusement, ça reste à déterminer, mais elle a perdu son papa il y a 1 an. Et on comprend assez rapidement qu'il n'y a pas eu une histoire facile entre elle et son papa. On sent, même si ça prend du temps avant d'être mentionné, mais on sent quand même des problématiques je vais dire, de dépendance à l'alcool du côté du papa et que ça a potentiellement eu une influence sur elle. Et ben, dans le fond, depuis 1 an, c'est comme elle qui doit gérer ça, mais elle essaie de ne pas y penser. Puis, dans le fond, rapidement, elle va être confrontée à travers toute son espèce de dilemme quand même si c'est ça normal de passer du Québec à la Belgique, d'être maman tout le temps, mais pas toujours sur place, d'avoir des jeunes filles. Elle a 3 filles, 2 jumelles et une fille un peu plus vieille qui, éventuellement, s'approche de l'adolescence. Donc, essayer de percevoir aussi les choses comme une vraie maman, mais être à distance, pas toujours pouvoir être là. Les relations avec le papa qui sont bonnes, mais c'est pas toujours non plus évident. Et éventuellement, une espèce de, 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 de demande express pour elle de enfin finalement gérer l'appartement de son père qui est vide depuis son décès. Puis, ben, dans le fond, on sent vraiment que le personnage de Simone se sent pas prêt du tout à gérer ça. Pas logistiquement parlant, mais avec tout ce que ça implique. Donc, on la suit là-dedans. On a plusieurs points de vue. En fait, c'est toujours avec le point de vue de Simone, mais on va avoir quand même, ce qui est intéressant, je trouve, jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a son espèce de monologue intérieur, des dialogues avec des gens qui sont présents. On sent qu'elle a une bande d'amis au Québec, mais pas nécessairement. Elle est comme un peu en surface, disons, en Belgique. Elle est comme full maman en Belgique, mais comme peut-être plus full Simone au Québec. On a l'impression. Puis, quand elle est en Belgique, elle a des textos qui viennent de ses amis du Québec. Quand elle est au Québec, elle a des appels de ses filles de Belgique. Et à travers tout ça, il faut qu'elle gère son émotion, son moment de essayer de gérer qu'est-ce qui va se passer avec la mort de son père, avec la part de son père, puisque ça engendre en tant que tel. Puis là, il semble avoir une rencontre de quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, là, je suis rendue à la moitié, qui peut peut-être faire la différence dans tout ça. Donc, j'aime beaucoup. C'est particulier parce que j'ai appris à découvrir la plume de Sophie Gagnon-Roberge sur son blog, sur son site web, pardon, de littérature pour ados, donc sophielie.ca. Donc, sous forme formatée de critiques, donc de critiques littéraires.
Donc, formaté mais spontané. Sophie Ellie nous propose toujours quelque chose de frais et de juste et de spontané, même dans ses critiques. C'est juste que c'était quand même dans un type de... C'était un écrit avec un objectif. Donc, puis ensuite, j'ai les découvertes plus, disons, peut-être plus libres dans ses livres dans la collection unique. Puis après ça, j'ai découvert vraiment une face cachée de cette personne avec ce qu'elle nous proposait dans Petit meurtre entre amis. C'est vraiment troublant, mais c'est vraiment excellent. Puis, mais ça restait quand même, là, je vais faire attention, mais ça restait de la littérature de genre. Donc, dans Unique, par contre, c'était de la prose poétique, mais ça abordait des sujets difficiles. Un livre qu'elle a fait qui abordait le suicide d'un être cher et un autre qui abordait un diagnostic tardif de troubles du déficit de l'attention. Fait que celui-là, ça reste que c'était une forme littéraire, mais on avait déjà une ouverture, en fait, sur peut-être des choses qui se passent à l'intérieur d'elle. Et là, dans celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que, ben, c'est pas de l'autofiction. Mais en même temps, il semble avoir quand même des résonances avec sa vie personnelle, ce qu'elle vit, elle, comme femme, comme autrice, comme réalité un peu atypique. Mais c'est ça, on la voit, je trouve, s'offrir de façon assez vulnérable, entre guillemets. Pas pour la première fois, parce que dans Unique, c'était déjà ça, mais en termes de fiction comme ça, sous forme de roman, dans le sens où il n'y a pas le support du genre thriller ou le support. Donc, là, on est vraiment dans un personnage qui peut même à la limite potentiellement se rapprocher, même si c'est pas, comme je vous dis, ça reste la fiction, de sa propre vie. Et dans une écriture qui n'a pas des codes à respecter particuliers, donc vraiment sa propre écriture, sans ces codes-là, je trouve ça, je me sens comme privilégiée de genre pouvoir rentrer dans ce type de plume-là que je n'avais pas encore lu de Sophie Gagnon-Roberge, pardon. Je ne veux pas l'enfermer dans un cadre. Donc, écoutez, ça me plaît bien jusqu'à maintenant. Là, l'affaire, c'est que je l'ai écouté potentiellement en lecture d'accompagnement en bonne partie parce que je suis en train de faire d'autres choses, donc j'écoute ça. Fait que imaginez si c'est comme ça, puis je m'attache autant, même si je suis en lecture d'accompagnement, à quel point si je m'assois devant puis je le finis ce soir en livre papier, ça va être quelque chose qui va me marquer encore plus parce que j'arrive à vous parler de ça, même avec la lecture d'accompagnement. Donc, ça veut dire que c'est vraiment bien travaillé. Une chose aussi qui me marque, c'est que, contrairement à mon affreuse lecture du dernier vlog, c'est cette fois-ci, ben, on n'a pas besoin. L'autrice n'a pas. Donc, Sophie Gagnon-Roberge n'a pas besoin de tout nous dire sur le personnage principal pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui semble être son bagage, pour qu'on arrive à s'y attacher puis à comprendre qu'il y a une profondeur. Puis il n'est pas obligé de tout nous dire les liens intérieurs qui font que le personnage ressent les émotions qu'il ressent au moment où elle les ressent. Puis il n'est pas obligé de tout nous les dire, ces émotions-là. On les perçoit parce que la façon que c'est fait, entre les lignes, ce qu'elle choisit de dire versus ne pas dire, c'est ça qui écrit l'histoire. Fait que quand je vous dis, des fois j'ai la misère à l'exprimer, mais quand je vous dis qu'un auteur, pour moi, ça n'a pas été assez travaillé, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez eu un travail éditorial pour dire, tu n'es pas obligé de tout dire ça, là. Il faut que tu choisisses ce que tu dis puis que tu laisses le lecteur travailler. Puis Sophie Gagnon-Roberge, c'est quelque chose qu'elle maîtrise absolument. Donc, dans tous ses écrits, peu importe dans quelle collection puis pour quel public. Mais dans celui-ci, je trouve que ça sert vraiment le récit parce qu'on est dans du roman contemporain. On est dans un roman où il va y avoir des troubles intérieurs. Puis c'est tellement savoureux de, enfin, juste avoir une autrice qui nous laisse tirer nos propres conclusions, puis vivre avec le personnage les choses sans qu'elle ait besoin de mettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc, pour ça, c'est super. Sur ce, mon téléphone est en train de surchauffer parce qu'il fait très chaud et je dois retourner travailler. Donc, je vous reprends dès que je peux. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est toujours le jeudi 16 juillet. Et j'ai terminé Nos sourires clignotants. J'ai pas été capable de le lâcher. Finalement, je vais l'avoir écouté en lecture d'accompagnement toute la journée. Ça mériterait, en passant aux éditions Hésito, là, ça mériterait un livre audio. Hein? Ça serait un beau projet, moi je pense. Mais j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré ça, puis je sais pas quoi vraiment en dire parce que je ne veux pas trop vous divulgacher, mais comme c'est mentionné quand même dans la description de la 4e de couverture, je vais quand même mentionner un peu les sujets abordés. Donc, visiblement, là, vous avez pu voir comment je vous en ai parlé. Ça va aborder le deuil, la façon de gérer le deuil personnel à chacun. Ça va aborder aussi l'anxiété.
l'anxiété chez différentes personnes, comment ça se manifeste, comment on gère ça. Ça va aborder aussi le suicide par le biais d'un autre type de deuil potentiel auquel Simone a à faire face. Comme je vous disais, ça aborde aussi les situations de familles séparées, reconstituées, la maternité ou la parentalité à distance. Ça aborde aussi l'amitié, ça aborde aussi le désir, l'amour ou le souhait d'un amour. Ça aborde vraiment plein de sujets, mais c'est surtout comme juste authentique. Ça pourrait être la vie de n'importe qui. Bon, évidemment, c'est une vie qui apparaît relativement rocambolesque, mais qui n'est pas impossible. Et comme je vous dis, puis comme c'est indiqué aussi dans la note de l'autrice à la fin, il y a quand même, comme je vous disais, puis comme c'est mentionné, c'est pour ça que je me permettais de le dire, mais il y a quand même certaines... l'autrice emploie le mot facette, donc il y a certaines facettes du personnage principal qui résonnent dans le fond, qui sont rayonnement, disons, de certaines facettes de la vie de l'autrice et de son entourage. Donc, on le perçoit parce que ça sonne juste, mais en même temps, on perçoit que c'est de la fiction aussi, que clairement, les personnages sont des personnages qui ont une vie propre, sont comme super attachants, super imparfaits, super imprévisibles, mais en même temps, toujours prêts, on dirait, pour être là pour les autres. Ça aborde aussi l'importance de la communication. Ça semble de base, mais dans une famille, dans un couple, entre amis, entre parents, l'impact de la non-communication. Et c'est pas un jugement. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on le constate, le personnage principal le constate. Puis c'est vraiment un roman, je trouve, qui met de l'avant l'espoir, en fait, de... Genre, il est jamais trop tard pour juste reprendre un peu pied ou construire ça sur des bases un peu différentes, sans nécessairement que ça annule complètement qu'est-ce qui s'est passé, sans que ça nie ce qu'on peut avoir ressenti ou ce qu'on ressent encore, mais comme quoi c'est possible de construire autrement. Ça amène une super belle vision, je trouve, des relations avec des enfants adolescentes. Vraiment une belle vision. Pourtant, les adolescentes qui n'ont pas nécessairement la vie facile, qui sont des ados, dont une adolescente qui vit quelque chose de pas évident. Mais en même temps, ça montre justement que c'est possible d'avoir ça comme relation, même si c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a connu, même si on n'y arrive pas toutes les fois, même si on s'est trompé des fois. Je trouve ça comme super apaisant, super déculpabilisant et sans banaliser quoi que ce soit. Ça aborde des sujets durs de façon comme naturelle, on dirait. Puis genre, comme je vous disais, un peu par morceaux. Donc, on sait pas tout, mais dans la vie, c'est ça aussi. C'est rare qu'on va déballer complètement tout le bagage. C'est comme si on laisse le personnage principal avoir son propre temps de genre essayer de justement faire mijoter les choses et tout ça. Il y a des choses qui se règlent, il y a des choses qui se règlent pas. Il y a des choses qu'on pense qu'ils vont se passer puis qui se passent pas. Il y a des choses qu'on souhaite qui se passent. Il y a des choses qu'on souhaiterait qui se passent pas, mais qui se passent. Bref, on embarque là-dedans complètement. Je sais pas comment décrire ce roman-là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un roman feel-good? Je pense pas. En même temps, il y a quelque chose de green flag dans ce roman-là. Il n'y a pas quelque chose. C'est un roman qui... green flag. Il y a quelque chose qui donne espoir. Il y a quelque chose qui est positif, dans le fond, qui sont des repères positifs, en fait, auxquels on pourrait s'accrocher. En même temps, on y croit. C'est pas nécessairement quelque chose qui est pas possible. Bien entendu que c'est quelque chose ça montre en fait une façon de résoudre les choses qui permet d'avoir espoir, mais pourquoi pas. Donc, je trouve ça... j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Je suis un peu triste de quitter les personnages. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Des fois, on rit. Des fois, on a le moton parce qu'on est ému. Des fois, on est un petit peu titillé parce qu'il y a quand même des petits moments où le désir se manifeste. Des fois, on reste bouche bée devant une situation où on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Puis, il y a quelque chose de quand même important, puis c'est pour ça que ça me fait un peu sourire, parce que tantôt, j'étais tellement pris dans l'histoire que j'ai pas focusé, puis c'est sûr que j'ai lu l'autrice dans d'autres écrits, puis dans d'autres écrits, elle se confie quand même sur sa vie un peu perso dans les notes de l'autrice, puis je connais quand même un peu cette autrice-là aussi en dehors, fait que j'avais, je pense, de la misère au début à focuser sur c'était quoi exactement le métier du personnage. Je l'avais compris
mais pas totalement. Je vous ai dit qu'elle était en train de redesigner des espaces, absolument pas. Ben oui, ça comporte ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui organise des mises en espace d'exposition dans des lieux particuliers. Donc, des expositions liées à l'art. Puis c'est important parce que c'est sa façon à elle d'exprimer ses choses, sa façon à elle de ben c'est ça, d'exister, d'exprimer ses émotions, de sortir un peu des fois du quotidien. Puis c'est son métier, mais c'est aussi une façon pour elle de s'exprimer. C'est quelque chose qui va lui permettre de voir les choses, voir la vie dans un autre spectre. Puis c'est quelque chose qui va pour elle être un outil assez important dans le déroulement de la suite de cette histoire-là, que je ne vous raconterai pas, que je vais vous laisser découvrir, mais qui va lui permettre, dans le fond, ben, c'est son ancrage, dans le fond. C'est comme ça que c'est mentionné aussi dans le texte. Fait que voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas retenu ça, parce que j'étais comme fixée sur le fait de ça redéfinit des espaces, mais en fait, c'est juste qu'elle disait qu'elle voulait avoir des photos des espaces parce qu'elle est en train de monter une exposition puis qu'elle peut pas être là tout le temps. Il faut qu'elle ait une idée, justement, de à quoi ça ressemble, la luminosité et tout. Fait que je sais pas pourquoi j'étais restée en mode genre design d'intérieur, mais c'est pas ça du tout. Remarquez que c'est de la créativité aussi, mais c'est pas ça que le personnage fait. C'est vraiment touchant. Je l'ai chez nous. Je suis contente de l'avoir dans ma maison. Il va rester dans ma maison. C'est vraiment un livre qu'on a comme le goût d'offrir à tout le monde. Parce que oui, il y a des petits côtés, comme je vous dis, qui se résolvent un peu, peut-être facilement, entre guillemets, mais en même temps, les personnages ne vivent pas ça de façon... Ils n'ont pas la vie facile, mais c'est le fun que ça se résolve comme ça. Mais ça se résout comme ça parce que ils mettent comme l'effort pour ça aussi. Tu sais, c'est pas comme magique. Fait que c'est le fun, puis c'est absolument délicieusement imparfait. Ces personnes-là sont délicieusement imparfaites. Leur contexte est atypique. Ça rassure de savoir que c'est pas tout le monde qui rentre dans les fameuses cases dans lesquelles on est censé rentrer. C'est le fun, c'est rassurant. Ça nous permet de se dire que si notre chemin n'est pas droit, le chemin de personne n'est vraiment droit. Finalement, je ne sais pas pourquoi on s'obstine toujours à penser que notre chemin doit être droit avec aucun tournant, mais que si notre chemin a plein de tournants dedans, ça ne veut pas dire qu'on s'est perdu. Ça ne veut pas dire qu'on va se perdre. Ça veut dire que ça se peut qu'on se soit un peu égaré, mais ça se peut que finalement, au détour, il y ait quelque chose d'intéressant qui surgisse. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie quand je l'ai lu. J'en ressors complètement, je sais pas, bien. C'est vraiment bienveillant. C'est pas un feel good, mais c'est vraiment bienveillant. C'est vraiment bienveillant, puis ça fait du bien. Puis je vous conseille Nos sourires clignotants de Sophie Gagnon-Roberge chez Édito, littérature québécoise. Et bientôt, ça peut être avant, hein, mais bientôt, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois. Donc, je vous le propose. Premier livre sur la liste. Voilà, je vous suggère d'aller l'acheter avant ou cette journée-là. Puis ben, si jamais vous ne pouvez pas, il est dans les bibliothèques, la plupart des bibliothèques. Moi, j'ai eu accès en livre numérique, c'est également possible si vous partez en vacances, vous avez envie de passer un moment bienveillant. C'est ça que je vous conseille. Ben voilà. Donc, ben, c'est parce que là, je vous reparle encore dans l'auto parce que je suis en attente de mon souper. Parce que je fais un petit souper solo, puis je vais me chercher un petit quelque chose de fun. Je suis restée dans la bienveillance envers moi-même. Et c'est pour ça que vous voyez que ce savoureux décor est encore là. Mais évidemment que j'ai pas de nouvelles lectures, puis je vais laisser ça décanter un peu parce que c'est trop, ça fait du bien. J'ai pas envie de nécessairement repousser cette sensation agréable de fin de livre. Agréable, mais comme je vous dis, c'est agréable, mais on vit vraiment beaucoup d'émotions, puis on vit des émotions qui sont pas nécessairement évidentes, puis on vit des émotions qui sont pas toujours positives, mais je sais pas, c'est comme profondément humain, ce roman-là, fait que ça fait du bien. Ça nous permet de nous dire, dans le fond, là, je suis juste un humain, puis c'est bien correct. C'est comme ça qu'on se sent. Fait que je vous reprends dès que je peux, dès que j'ai autre chose dont je veux vous parler. Puis ben voilà, à tout de suite! Donc on commence avec celui-ci qui est au top de ma pile à lire actuellement. Il sera forcément lu cet été, puisque là j'ai encore 2 livres à lire. Et après, je pense que c'est celui-ci, vraiment il me tente trop. Donc c'est Donjon Crawler Card de Matt Dinman. Bonjour! Alors, on est le samedi 18 juillet. Fin d'après-midi, drôle de luminosité, post-boulot. Je suis crevée! Ma semaine est finie. Yes! Et, ben écoutez, j'ai commencé finalement une nouvelle lecture. J'ai eu un peu de misère à transitionner vers une nouvelle lecture, donc à faire le pont, parce que, bon, après un Sophie Gagnon-Roberge comme celui que j'ai lu, c'était plus difficile. Mais là, je me suis souvenue, c'est un drôle de lien, vous allez voir, mais je me suis souvenue d'avoir vu, en fait, j'ai vu passer une lecture audio sur la plateforme Nextory, qui est un roman épistolaire de chez Ozu, comme ils en ont maintenant
un peu la spécialité. Ils sont spécialisés plus dans les romans de l'Avent ou les romans, disons, de un chapitre par jour. Mais il y avait un roman épistolaire d'une autrice que j'ai découverte le Noël passé, je pense, dans cette formule-là, dans la formule d'un Cozy Christmas Romance Mystery. Un romance Cozy Christmas Mystery. Et j'avais vu Sophie Gagnon-Roberge faire un petit topo, si je me souviens bien. Je ne sais pas si c'était sur son TikTok ou sur Insta, mais, ou c'est peut-être les mêmes, là, de toute façon. Et elle avait parlé de cette aventure-là, il me semble. Mais peut-être que c'est moi qui l'ai vu passer ailleurs, puis j'ai associé ça à Sophie. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il qu'ayant vu ça, je me suis dit, ah, c'est vrai, je pourrais quand même aussi lire ça. Je voulais le lire. Il est paru, je pense, en mars ou en avril, ce livre-là. Et puis là, je vais arrêter de faire durer le suspense, mais c'est le fameux 28 jours ou l'éternité d'Anouk Filippini, publié chez Ozu. Et c'est un roman épistolaire qui propose une fiction en 26 lettres, donc en 28 lettres, pardon, donc en 28 chapitres. En fait, il y en a 32, mais 28 lettres. Et qui nous amène à Rome, donc en Italie, mais dans un voyage un peu particulier, parce qu'on va y suivre June, qui a 28 ans, qui a l'air de ne pas être top dans sa vie, et qui décide d'aller à Rome, et qu'elle va rester là 28 jours. Pendant ces 28 jours-là, elle va écrire une lettre par jour, et après 28 jours, elle va partir. Donc, partir comme dans sans retour, sans possibilité de retour. C'est quand même un roman qui est centré sur le fait que le personnage principal a pris la décision de cesser de vivre dans 28 jours après avoir fait son aventure italienne, entre guillemets, qui a priori est faite de la manière qu'on le présente dès le départ, en hommage à sa grand-mère qu'elle a perdue trop tôt. Donc, c'est une prémisse qui n'est pas joyeuse. Mais la plume d'Anouk Filippini est assez particulière parce que je l'avais découverte, j'avais vraiment été agréablement surprise quand j'avais écouté son roman de l'avant l'année passée qui s'appelait Cozy Love and Christmas Crime, je pense. C'est qu'a priori, ça a toujours l'air d'être quelque chose d'un peu plus... Bon, là, la prémisse est plus lourde, c'est dont je parle, mais c'est quand même dans un cadre où, tu sais, on est en Italie, puis il y a beaucoup de touristes, puis là, bien, évidemment on imagine que cette fameuse June-là va faire des rencontres qu'elle n'avait pas prévu de faire, puis que ces rencontres-là vont avoir potentiellement une influence sur la suite des choses, ou pas. On ne sait pas trop dès le départ. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que c'est une plume qui était capable d'aborder à la fois des sujets graves, des sujets importants, des sujets durs, mais avec aussi des moments de pétillance, des moments gourmands, des moments un peu voluptueux, mais tout ça comme bien tricoté. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus formaté, disons, pour sa romance de Noël, sa romance Cozy Mystery. Puis, a priori, ça jouait avec les codes d'un milieu en particulier, mais elle poussait quand même le concept un petit peu plus loin. Fait que dans le fond, on se retrouve en fait dans un principe où on s'attendrait à des codes, parce que bien entendu, c'est un roman avec un chapitre par jour. La chose qui, dès le départ, nous frappe dans ce roman-là, quand on commence, c'est que June a 28 ans et n'a pas un âge mineur ou tout juste majeur, comme souvent c'est le cas dans ces histoires-là, et qu'elle va pas bien. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui, en partant, sa santé mentale, c'est pas top. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui se roule à terre de détresse. Donc, puis là, je dis ça, moi, j'ai pas connu ça, mais c'est potentiellement le comportement, peut-être, de certaines personnes qui ont des pensées suicidaires. Donc, c'est pas toujours écrit en gros dans leur front. Puis elle, dans le fond, c'est ça, c'est qu'elle s'est déterminée, elle va faire ça. Elle a des lieux qu'elle va visiter dans Rome en hommage à sa grand-mère qui avait un calendrier avec les différentes images de Rome dans sa cuisine, puis qu'elle a vécu des belles choses avec sa grand-mère, des moins belles choses aussi. Puis, au fur et à mesure de ce parcours-là, elle va se buter à quelque part, cette espèce d'endroit-là, elle va débarquer, cette espèce de petit quartier. C'est comme si c'était un endroit qui l'empêchait de juste se focusser sur sa quête un peu funeste. Pas un peu, mais sa quête funeste. Puis, oui, ça va être des rencontres, ça va être des situations qu'elle ne peut pas prévoir puis auxquelles elle ne se sentira pas capable de dire non. Mais
Puis oui, ça peut paraître un peu, bien évidemment, il faut que ça se passe dans un cadre particulier avec des codes. Fait que oui, il y a des choses peut-être que l'impression d'être comme, qui sont comme un peu saupoudrées, puis on se dit, ben là, tu sais, quand même, c'est un peu trop. Mais en même temps, non, parce que comme ça se peut. Parce que c'est un esprit de petit quartier où tout le monde se connaît, où tout le monde a des histoires, que c'est pas tout le monde. En fait, tout le monde sait que tout le monde a des secrets un peu cachés. Et plus ça va, puis plus on va voir que June, finalement, euh, ben, elle a tout un bagage. Elle a tout un bagage qu'elle traîne, qu'elle a traîné toute sa vie. Puis, bien que ce ne soit pas quelque chose qu'on considère comme souhaitable tout le long, qu'elle mette son plan en exécution, c'est quelque chose que plus ça va, puis plus on peut comme mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle va évoquer toutes sortes de choses, mais entre autres le deuil d'un parent, le deuil d'une figure parentale, le deuil de relations saines, le deuil d'une vie qui pourrait être agréable. Mais quand je parle comme ça fait que, tu sais, ça donne l'impression que ben, tout y est arrivé. Puis c'est vrai que c'est un peu extrême, mais elle a fait un enchaînement, un parcours qui malheureusement est un parcours qui peut être assez standard, tristement, quand les jeunes prennent un certain parcours au début de leur vie, en raison d'un contexte qui est hors de leur contrôle. Donc, c'est ça, c'est vraiment un mélange de profondeur avec des beaux moments, des moments super émouvants, des moments qui donnent des frissons, des moments un petit peu titillants. Puis, on dirait que ça a comme sa place. Puis, je me disais, c'est quand même audacieux d'essayer de faire ça comme ça, parce que c'est quand même un sujet de fond qui n'est pas évident. Puis, si elle essaie de le mettre dans un cadre comme ça qui peut avoir l'air idyllique de l'extérieur, dans le sens de Rome, où est-ce qu'elle va être la jeune fille, on voit bien que la jeune femme, plutôt, on voit bien que la jeune femme ne va pas du tout bien. On voit bien que elle, en fait, que le cadre soit idyllique ou pas, elle décide d'aller là pour des raisons qui sont autres, mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui a comme un impact sur elle. Mais en même temps, l'autrice essaye quand même d'instiller quelque chose de, je dirais, hopeful, mais donc qui donne espoir, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est pas trop hollywoodien. C'est-à-dire que oui, ça reste quand même que c'est un séjour qui est court dans le temps, où il y a énormément de choses qui vont se passer en concentré. Fait que là, moi, je le prends vraiment un peu comme une pièce de théâtre, un concentré dans une durée de temps donnée. Mais ce sont toutes des choses qui sont probables. La seule chose qui peut peut-être nous faire un peu tirer par la manche, c'est que sont probables dans un si court laps de temps, je ne sais pas. Mais en même temps, on y croit parce qu'on arrive à découvrir les personnages, parce qu'on comprend un peu c'est quoi leur chemin, parce que ça fait du sens un peu, les réactions qu'ils ont finalement, puis peut-être pourquoi finalement les choses bougent peut-être plus vite que prévu. Aussi parce que c'est entre autres, une personne qui, de son côté, est en mode quête funeste, mais qui est en voyage, puis qu'en voyage, on sait que la relation au temps n'est pas la même. C'est vraiment intéressant. On découvre un pan de la culture italienne. Malgré le fait que c'est troublant, je passe un très bon moment. Puis en quelque part, puis là, c'est pas du tout... j'aime pas... Mais en quelque part, il y a une certaine résonance avec ce qu'Anouk Filippini arrive à faire pour le moment, en tout cas. Et qu'est-ce que Sophie Gagnon-Robert nous a proposé avant, c'est-à-dire un mélange habile de profondeur et de douceur et d'authenticité et de bienveillance encore, mais c'est pas du tout pour les mêmes sujets, c'est pas la... Ben, en fait, non, il y a des sujets en commun, mais ça prend pas la même forme. Le roman de Daniel Filippini est un roman à concept, donc on n'est vraiment pas là-dedans. Mais dans les deux cas, c'est du contemporain quand même, puis je dirais qu'il y a une approche pour moi qui est un peu cousine, dans le sens de, je sais pas, moi j'aime ça. Je sais pas comment l'expliquer, c'est des littératures où on laisse la parole, on donne la parole à des choses qui absolument n'ont pas nécessairement la cote entre guillemets, donc des sujets qui ne sont pas sexy, mais qui sont amenés vraiment avec simplicité puis avec justesse, avec un peu plus, je dirais, d'enrobage cadeau, disons, entre guillemets, donc un peu plus de un cadre auquel se rattacher, un petit peu plus de glitter dans le sens pour Anouk Filippini, qui serait peut-être pas nécessaire.
Donc, dans ce cas-ci, moi, je penche un peu plus vers le côté non glitter, tu sais. Donc, c'est sûr que pour au niveau Sophie Gagnon-Robert, je trouve que c'est précieux, qu'est-ce qui est proposé. Mais il y a quelque chose, je sais pas, le feeling que j'ai eu quand j'ai lu le Sophie Gagnon-Robert, puis le feeling que j'ai maintenant, c'est une sensation de lecture qui est parente, qui n'est pas identique, mais qui est parente. Donc, c'est juste drôle que finalement j'ai enchaîné ces deux-là. C'était pas prévu du tout. Mais voilà. Donc, je suis à cette lecture-là. J'ai presque terminé. En fait, il me reste 1 heure et demie d'écoute. Et j'ai l'impression que ça va peut-être être l'occasion pour moi, dépendant de comment ça se termine. Parce que c'est sûr, comme je vous disais, c'est audacieux de jouer. C'est quand même des sujets qui sont pas évidents. Puis j'espère juste que l'autrice ira pas dans la, disons, résolution rose bonbon. Ben, oui, sans doute qu'il va y avoir quelque chose comme ça reste qu'on comprend qu'il y a comme une romance à travers ça quand même. Donc, je me doute que. Mais c'est ça, c'est jamais évident de jouer avec un sujet comme le suicide ou les idées suicidaires. Parce qu'il faut faire attention pour ne pas les banaliser. Il faut être capable de savoir en parler. Donc, pas dire n'importe quoi, pas nécessairement les minimiser, pas les amplifier pour rien, pas leur donner supposément des codes qui seraient les mêmes pour tout le monde alors que c'est pas nécessairement le cas. Faut pas bref. C'est quand même audacieux un peu comme prémisse de base, mais à date, je suis vraiment curieuse de voir vers où elle va finir par se diriger. Puis oui, ce que je disais, c'est qu'il y a des ressources qui sont mentionnées à la fin pour les lecteurs français. Évidemment, pour le Québec, c'est pas transférable, mais des ressources, évidemment, parce que comme le sujet central du livre est quand même un personnage qui a ces idées-là, puis qui a une détermination qui pense à passer à l'acte pour ça, ben c'est important dans ce sens-là pour les lecteurs de mettre ça parce que ça pourrait être des fois des déclencheurs pour certaines personnes, malheureusement, qui ont cette faille-là en eux, puis qui sont dans cette espèce de tergiversation-là. Donc, voilà. Donc, ma lecture en cours. Je vais voir après qu'est-ce que je vais lire en fin de semaine. On va voir. Mais comme j'ai déjà pas mal commencé mon vlog tôt cette semaine, peut-être que je vais y aller mollo. Mais des fois, je me dis ça, puis je me mets à lire. Puis là, au pire, je vous aurai du contenu de 3 jours, puis ce sera le prochain vlog, puis c'est pas grave. Sur ce, comme je commence à faire des puis des mais, puis c'est parce que je suis toujours fatiguée en cette fin d'après-midi, ben nous, on se dit tout simplement à dans quelques secondes. Hey, coucou! Alors, on est le lundi 20 juillet et je suis en congé et je suis allée courir, je reviens, je suis mouillée, blabla. Je vous reviens parce que finalement, hier, comme vous avez pu voir, je suis allée faire une petite sortie avec ma petite maman dans un endroit que je ne sais pas si vous connaissez. On va laisser les cas arriver. Ah, agréable. Et en fait, c'est un vignoble qui s'appelle le Clos de l'Orme Blanc et qui propose également depuis, je crois, 6 ans, je vous en ai déjà parlé quand même dans les vidéos. J'étais une visiteuse assidue et qui propose dans sa grange une espèce de bibliothèque en libre-service, version croque-livre un peu, mais bref, c'est rempli de livres comme vous avez pu voir et le principe c'est prenez jusqu'à 2 livres et rapportez-les dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de compte à se faire, il n'y a pas de... C'est vraiment sur la bonne foi. Donc, c'est un lieu littéraire assez marquant quand même.
dans les cantons de l'Est. Ma mère n'était jamais allée, ça fait des années qu'elle me demande de l'amener, mais c'est un peu loin de chez moi. Puis là, hier, j'ai saisi l'opportunité au vol. Mais dans les moments où j'étais pas avec ma maman, donc dans les transports, j'ai fait énormément de route hier quand même. Donc, dans les moments où j'étais au volant sans ma petite maman, j'ai terminé le fameux 28 jours ou l'éternité d'Anouk Filippini chez Ozu, donc en version audio ici, chez Ozu Audio. C'était lu par l'autrice. Et c'était très remuant. On peut pas dire le contraire. C'était très remuant. C'était, comme je vous ai dit, c'était l'espèce de dosage que je trouve charmant, qui correspond à ce que j'ai connu jusqu'à maintenant d'Anouk Filippini, de profondeur, sujet pas évident, authenticité, moment de volupté, moment un peu, disons, emphatique, un peu glitter par moment, là, qui fait un petit peu plus rose bonbon, mais sans jamais tomber dans le piège de la fin hollywoodienne. C'est quand même des romans qui donnent espoir malgré les sujets abordés. C'est quand même des romans où les boucles se bouclent potentiellement, mais où, comme je vous disais, si ça se boucle plus aisément, ça se boucle pas nécessairement systématiquement, et ça se boucle pas non plus, comme là dans ce cas-ci, on parle quand même d'une jeune femme qui, on l'apprend tranquillement à découvrir tout ce qu'elle traîne comme bagage, qui est un bagage extrêmement lourd. Et attention au traumavertissement, il n'y a pas juste le suicide qui est abordé ici, il y a également des situations d'emprise et de violence conjugale. Il y a aussi des notions de deuil pas nécessairement lié au personnage principal, mais de deuil d'un proche, de sentiment de responsabilité ou culpabilité par rapport à des deuils et tout ça. Donc ça, c'est là. Puis a priori, ça pourrait sembler vraiment lourd, mais c'est dans un cadre qui est, comme je vous dis, charmant. C'est un peu un... Ça me faisait... Ben, je sais pas, c'est pas ça du tout, là, mais ça me faisait un petit peu penser à... Comme si on avait essayé vraiment de faire... C'est un peu un Vacances à Rome, là, avec l'actrice Audrey Hepburn, mais version beaucoup plus approfondie, fait, avec des personnages beaucoup plus profonds, avec des personnages qui n'ont pas nécessairement envie de rentrer dans des cases et qui ont comme envie de vrai, on dirait. C'est ça qui m'a marqué. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment faire autrement que, à mon avis, de tomber sous le charme de cette plume-là puis de ce qu'elle propose. Moi, je l'ai suivi dans son Cozy Love and Christmas Crime, qui était quand même plus de genre, mais on retrouve quand même ce genre d'éléments-là. Donc, c'est son approche, son traitement, sa plume qui est comme ça. Sa force également, c'est ses personnages. Dans ce cas-ci, c'est... Puis dans le premier qu'elle avait fait, c'est pas qu'ils sont... C'est pas un volume 1, volume 2, mais dans les deux que j'ai lus qui étaient dans cette formule-là chez Ozu, dans les deux cas, le contexte est important. Donc, dans le premier, ça se passait dans le milieu de la pâtisserie de haute voltige à Paris, il me semble. Puis, on sentait qu'il y avait quand même eu de la recherche, que c'était important pour elle, que c'était présent. Mais on n'avait pas l'impression non plus que c'était pesant. Donc, c'était présent, c'était important, ça jouait un rôle important au cœur de l'histoire pour nous aider à comprendre un peu mieux les personnages puis comment ça se fait qu'ils réagissaient ainsi. Dans celui-là, mais dans le fond, le voyage qu'elle nous propose à Rome est aussi important. Mais on découvre en même temps avec elle la ville, on découvre avec elle le personnage, je veux dire, la ville. On peut découvrir... On découvre peut-être les préjugés qu'on a sur l'Italie, mais on découvre que, évidemment, sans surprise, derrière les préjugés, ben, il y a du vrai monde, puis ce vrai monde-là n'est pas nécessairement toujours comme dans une brochure touristique. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est émouvant, comme je vous dis, je me répète. Ça ne peut que susciter une réflexion vers la fin, mais en même temps, si c'est un roman qui propose ça, ça demeure pas quelque chose qui nous tient à distance. Donc, c'est pas parce que ça suscite une réflexion que ça nous tient à distance. Il y a suffisamment quand même de montée d'espoir de quelque chose qui se finisse bien. Il y a quand même une romance. Donc, on est quand même ailleurs. Tu sais, je vous ai dit, j'ai fait un parallèle. Pour moi, il y avait un certain parallèle avec l'approche que Sophie Gagnon-Roberge faisait de ces sujets-là et l'approche qu'Anouk Filippini fait de ces sujets-là dans ce livre-là. Ils ont des styles complètement différents, mais il y a quelque chose, comme je vous disais, cette espèce d'hybride-là entre la capacité d'aborder des sujets profonds avec justesse, peut-être que parce que avec simplicité et authenticité, et sans
sans se donner plus d'importance qu'il faut par rapport à ça, puis vraiment s'accrocher à ce qui est humain. Désolée, c'est Léka qui a décidé qu'il s'effouerait. Donc, il y a cette possibilité, tout en gardant des vents de fraîcheur, des moments qui sont trop charmants et tout ça. Donc, c'est vraiment un bel hybride. Comme je vous disais, pour moi, Anouk Filippini, quand même, joue beaucoup plus. Puis en même temps, je pense que c'est la commande qui est faite aussi chez Ozu. On s'entend que là, c'était... Cela dit, l'héroïne a quand même 28 ans. Donc, on est quand même ailleurs. C'est pas nécessairement... Je pense quand même que c'est considéré comme... Je sais pas si c'est considéré comme adulte, romance adulte ou romance young adult. Mais les personnages sont quand même un peu plus vieux que, mettons, Cozy Love and Christmas Crime. Puis Sophie Lee Gagnon-Roberge, ben, son héroïne est plus vieille quand même. Donc, c'est pour ça que c'est différent comme approche. Mais comme je vous disais, Anouk Filippini, elle a quand même quelque chose dans cette gamme-là chez Ozu qui a choisi de mettre un petit peu plus de glitter puis de petits roses sucrés quand même dans son traitement. Pour moi, ça fonctionne, le dosage est bon quand même, dans le sens qu'il y en a, j'en suis consciente, mais le dosage est bon. Il faut aussi que je vous dise que je l'ai lu d'une traite. Je suis allée voir la recension que Sophie Gagnon-Roberge, Sophie lit ça, sophielie.ca a fait sur son site web de cette lecture-là, parce que c'est vraiment c'est de elle, c'est par elle que j'en ai entendu parler. Elle avait mentionné qu'elle avait lu d'une traite. Puis moi aussi, je l'ai lu d'une traite, finalement, parce que j'ai déjà fait ce concept-là de jour par jour. Puis j'aime ça, mais dans le fond, je me rends compte que si j'aime l'idée de ce concept-là, je me rends compte que je suis une lectrice quand même qui a besoin, surtout avec le temps qui passe, d'être capable de me plonger dans l'histoire au moment où je suis disponible, mon cerveau est disponible, plutôt que de morceler mes lectures, parce que maintenant, j'ai moins la capacité de raccrocher les wagons, en fait, entre les moments où je lis. Donc là, je l'ai essayé. C'est la première fois que je lis un livre concept en une seule fois. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis dans le fond, j'étais quand même curieuse de voir parce que dans le premier que j'ai lu d'Anouk Filippini, je l'ai lu chapitre par chapitre. Puis on sentait quand même la structure, parce que c'est sûr que ça va teinter la structure, c'est chapitre par chapitre, c'est le principe feuilleton. Mais il y a absolument dans chaque chapitre, il y a une montée comme ça, puis là, ça fait comme ça en suspens pour qu'on ait envie de poursuivre pour le prochain chapitre. Puis là, c'était présent, mais je ne l'ai pas senti tant que ça. Ce qui veut dire que c'était quand même une lettre ou par chapitre ou une... En tout cas, bref, il y avait 28 opportunités, mais ça veut sans doute dire que c'est quelqu'un qui lirait chapitre par chapitre. Oui, c'est stimulant, mais c'est peut-être pas... c'est habilement déguisé, le cadre, plus habilement selon moi que dans Cozy Love and Christmas Time. Puis j'ai vraiment aimé ça, ce qui fait qu'on peut vraiment profiter, on peut vraiment apprécier en fait ce livre-là en lisant d'un trait, même si c'est pas le concept. Puis ça, ben, je trouve que c'est quand même habile parce que être capable d'à la fois aller chercher l'intérêt du lecteur en mode morcelé et en mode en continu, ça demande une petite agilité. Donc, très bonne lecture. Si ça vous dit de le découvrir, moi, je dirais que si les sujets abordés, puis là, ben, je les ai mentionnés ouvertement, puis peut-être que ça fait un peu de divulgachage dans quelques moments, mais c'est parce que c'est quand même des sujets vraiment lourds, donc j'aime mieux quand même vous les mentionner. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas prêt pour ça, ben juste vous, prenez soin de vous surtout, là. Cela dit, si, comme je vous dis, vous êtes quand même prêt à aborder ça, ben c'est quand même fait avec... comment je pourrais dire? Avec sobriété, avec simplicité, puis avec bienveillance. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une parenté. C'est spécial, là. J'aurais jamais pensé ça parce que c'est pas. Mais il y a une parenté dans l'approche des deux livres que j'ai lus dans le vlog. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai écouté en livre audio. La version audio est très intéressante. Ah oui, puis je voulais dire aussi, moi, ce qui m'a déroutée, et puis là, je fais référence aussi à la recension de Sophie Lee. Je vais la mettre en description parce que là, je fais tellement référence que, tu sais, bon. Mais elle semblait avoir dit que, en fait, dans le livre, moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu papier, mais que dans le livre, dans le fond, chaque passage, il y a énormément de passages en italien. Et chaque passage était traduit. Donc, répété, traduit, ce qui faisait que ça faisait un peu lourd. Puis j'admets que ça, c'est un peu désagréable quand on lit une traduction. Dans la version audio, à moins que je me trompe et que je n'ai pas porté attention, mais en fait, c'était pas traduit ou peu traduit. La seule façon qu'on avait de savoir qu'est-ce qui s'était dit, c'est si le personnage en répétait une partie après pour y répondre ou si juste il répondait, puis dans la réponse, on comprenait qu'est-ce qui avait potentiellement été posé comme question avant. Donc, en tout cas, si jamais ça vous tanne comme façon de fonctionner, peut-être aller vers la version audio. Moi, la version audio, dans le fond, ça m'a pas fait... Ben, oui, à part que des fois, j'étais perdue parce que, bon, je parle pas italien, en même temps, l'italien est quand même un peu proche du français, donc j'étais quand même capable un peu de
de, ben, de déterminer approximativement ce dont il était question. Mais il y a des bouts quand même où je ne savais pas. Puis une chance que le personnage, après, ben, dans le fond, le reprenait en partie pour y répondre. Donc, moi, voyez-vous, ça ne m'a pas dérangé, ça m'a plus aidé qu'autre chose. Mais si c'est vraiment traduit à chaque fois dans la version papier, ça m'aurait dérangé. Donc, je vous dis peut-être qu'une solution pour vous, ce serait d'aller avec la version audio si jamais ça vous dit. Et ben, finalement, enfin, j'ai décidé, je ne savais plus trop quoi prendre comme lecture. Je m'étais dit, j'aimerais ça rester peut-être un peu dans le même genre, mais c'était difficile à déterminer c'est quoi exactement ce genre-là. Donc, j'ai exploré un peu les possibles. Et aussi, je suis un petit peu à la fin de mes heures de lecture de livres audio parce que c'est dans-ci, je lis uniquement en audio finalement. Donc, ben oui, j'ai un abonnement Nextory intense, genre le plus obsédé de livres audio possible. Mais à un moment donné, il y a quand même une limite. J'ai des livres quand même qui sont assez longs. J'ai également, je suis abonnée à plusieurs bibliothèques pour les livres en français, les livres en anglais. J'alterne dépendant des versions disponibles. Mais c'est ça, là, j'étais un petit peu au bout de ce que j'avais. Donc, le mieux pour moi dans les prochaines, mettons, la prochaine 10 jours, c'est d'aller avec des livres de la bibliothèque. Donc, des fois, on dirait que je fais un peu plus le tour. Mais là, je me suis lancée dans un classique qui pourtant, ça fait un bout quand même qui est paru. Puis ça fait longtemps que je veux le lire, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de lire. Et c'est ceci. Donc, je l'écoute en livre audio. Encore une fois, c'est lu par l'autrice et par d'autres comédiens en même temps. Donc, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Donc, c'est publié ici chez Gallimard. Donc, ça, c'est la collection Pôle Fiction que j'ai en numérique. Donc, la collection poche. Je ne sais pas si j'ai un petit résumé, mais je pense pas. Mais moi, sinon, c'est ça. Je lis en livre audio. Je regardais en fait la date de parution originale, ouais, 2020. C'est ça. Donc, je me souviens que c'était paru là, potentiellement dans le temps de la COVID. Là, fait que, et voilà. Donc, ce qu'on va y suivre, je vais essayer de faire un résumé. Dans le fond, on va suivre plusieurs personnages qui, à leur manière, vivent la solitude. Vivent la solitude parce qu'ils sont réellement seuls ou parce que leur bagage humain ou leur contexte fait en sorte qu'ils se sentent qui n'ont pas leur place dans la réalité. Et c'est basé un peu dans le fond, dès le départ, c'est présenté un peu comme un spectacle. Donc, ça commence par lever du rideau, acte 1, acte 2 et tout ça. Et c'est présenté un peu sur la proposition des 6 degrés de séparation. Donc, comme quoi, selon, je me souviens plus c'est qui avait... Fégis Karinti, un écrivain hongrois que ça disait, au début du 20e siècle, qui disait qu'on était comme toujours à 6 degrés de séparation de tout le monde entre nous à travers le monde. Puis dans le fond, là, ça va être un roman choral, donc ça va être 6 personnes de différents horizons, de différents âges, qui, j'imagine, vont finir par se retrouver à des degrés de séparation assez proches. Certains, c'est plus évident, parce que dans ce cas-ci, à date, on a rencontré un jeune lycéen, un père, un veuf prof de musique, sa fille étudiante en terminale, une personne âgée qui a perdu son mari, le prof de théâtre de la fille du prof de musique, puis, j'en oublie-tu? Je me souviens plus. Bref, fait qu'on les suit chacun dans leur vie, on sent qu'il y a des choses, chaque personne a l'air d'avoir ses blessures. A priori, je vous dirais que le personnage jusqu'à maintenant qui est le plus, pour moi, un défi, c'est le personnage de Titouan, qui est c'est celui, le fameux lycéen qu'on va suivre dès le départ, qui lui se plonge beaucoup dans les jeux vidéo en ligne et les Legos. Donc, il aime beaucoup construire les Legos. Mais ce qui le caractérise particulièrement, c'est qu'il semble, pour le moment, souffrir d'agoraphobie. Et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais dès le départ, on est témoin, entre guillemets, comme lecteur, de son évolution rapide vers être bloqué complètement à la maison, pas pouvoir sortir, et de ses crises de panique quand il y a à sortir. Bon, c'est pas quelque chose que moi je vis, l'agoraphobie, mais il y a des éléments là-dedans quand même qui résonnent en moi, donc j'étais comme pas sûre, mais finalement c'est super bien fait, maintenant Fargeton quand même. Donc juste vous dire, à date, c'est peut-être le sujet que je vois qui est quand même peut-être un peu, j'aime mieux vous le dire directement, puis de toute façon c'est abordé dès le départ, comme ça si pour vous c'est plus délicat, peut-être juste le savoir. Puis sinon, ben, il y a le deuil. T'sais, il y a quand même le deuil, dans le fond, d'un amoureux, le deuil d'un parent. Puis ça a d'autres choses qui vont sortir éventuellement, puis que je ne saurais pas trop. On est vraiment dans... c'est ça. Évidemment, c'est un roman qui
a priori, se destine à un public adolescent. On le sent un petit peu plus peut-être dans l'approche de Manon Fargeton, donc pas parce que je sais pas comment l'expliquer pourquoi pour moi on le sent, mais ça va en profondeur, mais on reste quand même dans l'accessibilité de la plume et pour le moment, les ados semblent réagir comme des ados et les adultes comme des adultes, mais j'ai plus l'impression que les adultes sont un petit peu plus ados puis que les ados sont un petit peu plus adultes. Mais c'est correct pour le moment. C'est ça qui me fait dire que des fois, quand on ne sait pas trop à qui ça s'adresse, quand c'est un public young adulte, des fois, on a un petit peu cette problématique-là de ton. Mais pour le moment, c'est super bien écrit. C'est juste que je ne sais pas trop exactement ça s'adresse à qui, mais comme c'est publié chez Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction, habituellement, c'est young adult, au pire, adolescent young adult. Donc, écoutez, je vous en dis plus quand je l'aurai avancé / terminé. Puis, ben, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être aller dans un café, mais j'ai tellement fait de route hier que je pense que j'ai même pas le goût de juste sortir pour aller chercher quelque chose à manger. Je pense que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux me faire sur place, ici, à la maison. Juste parce que flemme. Mais bon, je vous tiens au courant, là, sinon je vais faire les petits rattrapages sans doute de vlog lecture. Puis voilà. Donc, à plus tard. Hey, coucou vous autres. Alors, on est le mercredi 22 juillet et on se prend, alors que c'est la pause repas télétravail pour moi à la maison. Et ben écoutez, j'ai terminé hier soir la lecture audio de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, initialement publié chez Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction, et là en audio, j'imagine chez Écouter Lire, j'ai pas regardé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très touchant, évidemment, je m'attendais à ça. C'était très bien réussi. Si c'est un roman choral avec une formule a priori, une base, des ingrédients qui sont pas nécessairement originaux dans le sens où a priori, on annonce déjà que dès le départ, il va y avoir plusieurs personnes qui sont un peu égarées dans leur vie et qui se retrouvent donc un peu seules face à différentes choses, face à eux-mêmes, face à la société, face aux normes de la société, face à une maladie, un deuil, un regret, bref, toutes sortes de formes de solitude. Et ça va être leur histoire, en fait, comment finalement leur destin, si a priori n'était pas nécessairement lié, vont finir par devenir inextricablement liés. Et tout ça un peu inspiré de la fameuse théorie dont je vous disais des 6 degrés de séparation. Et voilà. Et donc ça, a priori, c'est quelque chose quand même qu'on voit souvent, surtout dans le genre de roman que ça annonce, donc quête de sens, coup dur avec une croissance après ça personnelle. Donc, un peu un roman, je dirais, peut-être pas feel good, mais tu sais, un peu croissance et tout ça personnel. Et puis, passage vers le mieux. Donc, il y en a eu plusieurs qui ont écrit ça. Il y en a qui en écrivent encore beaucoup, puis c'est leur spécialité. Puis, je sais pas comment vraiment déterminer ça. D'ailleurs, si vous avez... Comment vous appelez ça, vous, ce genre de roman-là, là, où que ce soit un roman choral avec plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, ou un roman où une personne est en détresse, décide de changer de vie d'un coup et de se reconstruire tranquillement. Peut-être un roman de reconstruction. Donc ça. Après, je me disais, en ce moment, ça me plaît, mais je suis très difficile sur le ton, le rythme proposé, les personnages et tout ça. Mais dans ce cas-ci, c'est Manon Fargeton. Ça a fonctionné à merveille. En plus, elle a fait un petit twist qui fait que c'était assez original, c'est-à-dire que c'est présenté sous la forme d'une pièce de théâtre. Donc, ça a rapport quand même avec certains personnages dans l'histoire parce qu'il y a des personnages dont Alix, entre autres, et Gabriel qui évoluent dans le monde du théâtre, dans le monde de l'apprentissage, en fait, en vue d'en faire une carrière. Et c'est présenté donc avec des actes et un prologue et une fin et un chœur. Donc, c'est quasiment juste un coryphée parce qu'il y a juste une personne, mais en tout cas, bref, un chœur au niveau du théâtre. Donc, c'est un ensemble de personnes qui vont se prononcer de façon unanime en chœur pour soit annoncer globalement c'est quoi l'idée de la pièce de théâtre, commenter les émotions des personnages, annoncer au public qu'est-ce qui va se passer dans cet acte-là ou comment ça va s'être conclu. Donc, ça ajoute vraiment une touche assez
intéressantes habituellement à la dramaturgie. Et bien, dans ce cas-ci, on a une personne qui agit en tant que cœur, donc dans la pièce de théâtre. Et cette personne-là, on va finir par comprendre qu'est-ce qu'elle représente à la toute dernière minute. Donc, en comprenant, excusez-moi, mais évidemment, c'est sûr que je ne peux pas juste venir vous parler sans que les cas viennent s'imposer, n'est-ce pas ici? J'ai un nouveau plumeau. Alors, c'est ça. Donc, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je ne pourrais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que c'est sûr que ce qui est intéressant dans ce genre de roman-là, c'est évidemment de découvrir l'histoire de chacun des personnages, leur bagage qui se déploie devant nous au fur et à mesure, leurs décisions, leurs émotions, leur parcours intérieur. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est bien entendu de voir les fameux 6 degrés de séparation, comment ça va s'articuler. Sauf que plus on le découvre, puis plus on en apprend sur chacun des personnages, ça fait partie du plaisir de ce roman-là. Donc, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, à part que, oui, a priori, éventuellement, tout le monde est lié. Oui, c'est un peu... Dans certains cas, il y a des événements qui sont un peu deus ex machina, un peu comme au théâtre, dans le sens qu'ils viennent sauver la situation ou empirer la situation d'un coup, un peu comme pour vivre la vie en accéléré, comme c'est le cas habituellement au théâtre, un concentré de réalité ou de vie, tout simplement. Donc, vraiment, je trouve que l'autrice a vraiment intégré, pas juste en surface, selon la forme d'une pièce de théâtre, dans le sens acteur, avec le cœur et tout ça, mais elle a bien intégré aussi certains mécanismes, en fait, dramaturgiques dans l'écriture de son roman sans que ça devienne vraiment lourd. C'est un roman à plusieurs points de vue. C'est réussi, on ne se perd pas, on y croit. Il y a des points de vue qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins dans le sens dépendant de nos intérêts. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des points de vue parce qu'on a vraiment des points de vue qui viennent de différentes générations. On a vraiment Citouan qui est un adolescent de 15 ans. On a Alix qui est une jeune femme de bientôt 18 ans. On a Gabrielle qui, je pense, je ne sais pas quel âge elle a. 50, peut-être 45, 50. Armand qui doit être dans ces eaux-là aussi. Luce qui est plus dans la partie âge doré, disons, donc beaucoup plus âgé. Qui d'autre, j'oublie? J'oublie quelqu'un, c'est sûr. Mais bref, c'est intergénérationnel. C'est aussi pas homogène en termes de... Ben, c'est pas nécessairement tous des gens qui sont comme privilégiés. Évidemment, ceux qui évoluent autour du conservatoire ont une certaine aisance, mais ça met aussi de l'avant des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le même milieu, qui n'ont pas les mêmes convictions. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça met énormément de l'avant des thématiques spécifiques. Donc, le deuil sous différentes formes. Comme je vous disais, le deuil d'une personne, le deuil d'une période de sa vie, le deuil d'une partie de soi-même qu'on pensait qui pourrait rester, mais qui ne reste pas, le deuil d'une relation, etc., etc. Mais ça met également de l'avant énormément. Et puis là, ben, je vais le mentionner parce que je pense que c'est quand même mentionné dans le roman. Puis comme je vous dis, moi, je le mentionne parce que pour moi, ça a un impact, donc ça peut avoir des impacts sur d'autres mondes. Mais on aborde des divers troubles de santé mentale, dont une certaine forme, c'est pas clair si c'est une forme de dépendance au réseau / agoraphobie ou agoraphobie avec un mécanisme de défense qui implique une dépendance aux réseaux sociaux. Là, je ne suis vraiment pas psychologue, donc je ne me lancerai pas là-dedans, mais ce genre de truc-là, mais c'est ce qui est le gros symptôme, la grosse partie qui est décrite, c'est vraiment le côté agoraphobie, donc incapable de même mettre un pied en dehors d'une pièce, donc ça, c'est vraiment intense. Et les troubles bipolaires. Et les troubles bipolaires chez la femme, impliquant aussi une grossesse. Donc, quand même assez rare. Fait que je trouve ça super intéressant que, malgré le fait, comme je vous disais, que c'est une forme de roman qui n'était pas nécessairement, pas une forme, mais un type de roman qui n'était pas nécessairement nouveau, donc un roman de reconstruction, ben, elle a quand même réussi, Manon Fargeton, à intégrer des choses qui étaient vraiment originales, vraiment importantes, je trouve, à inclure. Sans nécessairement qu'on sente que c'était à cocher des cases de bon, ben voilà, je suis en représentativité et tout ça. Il y a également une super belle, la partie qui implique la personne qui est plus âgée. C'est quelque chose qu'on aborde un peu moins dans ce genre de roman-là, donc la solitude de la personne âgée après le départ d'un être cher. Et surtout, un peu le manque,
le manque de sens qui finit par arriver quand on est à la retraite. C'est pour ça qu'il était à la retraite. Puis qu'il a eu une vie remplie de choses intéressantes. D'ailleurs, c'est une pionnière au niveau féminisme, un peu, entre guillemets, pas féminisme, mais au niveau des métiers et tout. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais c'est super intéressant. Donc ça, je trouve ça intéressant qu'on l'ait abordé. Et également, on aborde en quelque sorte la réaction à une naissance prématurée au niveau de la parentalité et les prémices du syndrome du nid vide pour un parent, mais du côté d'un homme. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de rôles qui sont renversés dans ce roman-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant, dans le sens que c'est plaisant à lire. Donc, tous ces éléments-là, en fait, pour moi, que ça fonctionne, c'est super bien fait, c'est vraiment habile. On se laisse emporter. Après, au niveau de l'expérience de lecture, évidemment que c'est émouvant. Évidemment qu'on se rebelle. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, ah oui, ces personnages fonctionnent aussi, comme je vous dis, on y croit. C'est des personnages qui sont quand même dans un moment de crise intense. Donc, c'est sûr qu'a priori, ça a l'air un peu bizarre, mais moi, j'ai vraiment perçu comme une pièce de théâtre. Puis au théâtre, tout est intense parce que sinon, on n'a rien à raconter. C'est sûr que c'est comme ça. Donc, en termes de point de vue de prise de théâtre, ça fonctionne. Donc, c'est un moment intense, mais on y croit. On a des réactions qui sont humaines parce qu'elles sont toutes faillibles. Puis, ils ont toutes des choses qui font que pendant des grands moments, on est comme oh my God, on s'identifie vraiment à eux autres, ou on dit oh mon Dieu, pauvres eux autres. Puis à un moment donné, ils prennent des décisions, puis on est juste comme je suis pas sûre. Mais en même temps, c'est ça la vie. Fait que je trouve ça super intéressant. Il y a comme tous des moments où on aurait l'impression, peut-être de l'extérieur, où certaines de leurs décisions peuvent paraître égoïstes, alors que c'est des décisions qui, dans leur contexte, sont des décisions qui les regardent, qui, oui, peuvent impliquer potentiellement un impact sur d'autres, mais qu'on n'est pas nécessairement dans. On n'a pas à les juger pour ça. Mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on juge tout le temps, même quand on essaie de faire attention. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je pense que oui, peut-être, ou presque, ou juste comme, tu sais, là, c'est parce que c'était encore frais. Mais j'ai peut-être pas eu, il me manquait un tout petit peu de magie parce que j'ai quand même senti un peu, comme c'était un roman de reconstruction, pour moi, je l'ai quand même senti un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais juste un tout petit peu. Puis c'était comme suffisant pour que j'arrive pas à disparaître complètement dans la fiction, mais sinon, vraiment intéressant. Puis ça aborde différents milieux artistiques aussi, le théâtre, la musique, pas juste la musique traditionnelle, là, il y a quand même des percussionnistes qui sont impliqués. Puis quand on parle du théâtre, c'est vraiment l'enseignement du théâtre pour éventuellement devenir comédien. On a aussi l'écriture, pardon, l'écriture, le cinéma. Bref, c'est vraiment un melting pot de sujets intéressants et qui sont inspirants. Puis c'est là qu'on peut voir vraiment, puis c'est ça que tu as un petit peu à quoi rêvent les étoiles. Je ne sais pas exactement, là, je me substitue à l'autrice, peut-être que c'est pas ça du tout qu'elle voulait mettre d'avant, mais évidemment, c'est là qu'on voit qu'en fin de compte, dans la vie, puis ça, on va paraphraser un des personnages, Luce, qui dit qu'en fait, il faut juste trouver qu'est-ce qui nous permet de voler. Voler littéralement ou pas littéralement, voler dans le sens de filer dans le ciel puis de bien se sentir, en gros. Puis ça, à n'importe quel âge de la vie. Donc, peu importe les choix qu'on a faits, peu importe ce que la société nous dirait de faire, qu'est-ce qui est sage et tout ça, c'est beaucoup lié au métier ou en tout cas à l'occupation principale. Puis je trouve que c'est important de ne pas l'oublier. Bien entendu que certaines personnes n'ont pas l'opportunité de pousser à bout jusqu'à avoir, disons, que leur métier reflète exactement ce qu'ils veulent faire. Mais il y a toujours moyen de trouver une façon de voler, selon la fameuse personnage. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument délicieux. Et bien, c'est ça. Je trouve que comme dernière lecture de ce vlog-ci, ça faisait bien une belle boucle. Je vais avoir eu des romans qui abordent des thématiques vraiment dures, mais qui ont fait en sorte, dans les 3 cas, que j'en suis sortie, disons, rempli d'espoir sincère, crédible, avec le sourire un peu aux lèvres malgré tout, avec une petite larmichette quand même qui est là, mais pas une larmichette de victimisation, une larmichette juste d'émotions qu'on vit de façon consciente. C'était quand même, je vous disais que c'était plus destiné à un public peut-être ado. Je l'ai senti un peu, il y a peut-être ça aussi là, qui jouait. Je l'ai senti un peu, mais éventuellement, ça s'est dissipé. Je pense quand même que c'est un peu pour tous les âges, mais c'est sûr que l'approche est un petit peu plus simplifiée, entre guillemets. Mais après, quand j'ai considéré que c'était présenté comme une pièce de théâtre, je l'ai plus vu pour ça. En fait, c'est comme une métonymie, donc on inclut dans la simplification
beaucoup de choses et plutôt que de s'étendre de façon systématique, on concentre ça dans un seul canal pour que ça évoque l'ensemble, mais en utilisant juste un canal. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie peut-être de, comme moi, découvrir cette autrice-là. Ben, non, maintenant, Page de je pense que j'ai déjà lu. En tout cas, si ça vous donne envie de la découvrir, allez-y. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous voulez me suggérer des lectures en lien avec ce dont je vous ai parlé, ou si vous avez déjà lu ces livres-là et vous voulez en parler en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. J'espère que, comme d'habitude, vous avez toujours une bonne pile de livres sous le coude, puis on se dit à la prochaine!